Rebonjour à tous. Donc, on est sur une thématique assez pointue aujourd'hui, le sujet des marketplaces, assez pointu et en même temps ultra généraliste et sur un sujet sur lequel tout le monde consomme à chaque jour quasiment l'un de ces services. Donc on va rentrer un peu dans le détail. Et avant ça, je vais me présenter quand même pour vous expliquer pourquoi je pense avoir suffisamment d'expérience pour vous parler de ce sujet. J'ai été par tous les côtés. J'ai d'abord été dans une vie antérieure audioprothésiste et j'ai créé une marketplace physique, un réseau de franchise. J'ai ensuite créé un site web sur lequel je vendais sur les marketplaces. J'étais monté à 3 ou 4 millions d'euros de ventes sur les marketplaces. J'ai ensuite créé moi-même une marketplace dans le secteur de l'appareillage auditif. Marketplace qui a fait au total une douzaine de millions d'euros sa première année et qui a dû s'arrêter dû à un changement légal qui a interdit la vente à distance de ce type de matériel. Et ensuite, je suis devenu éditeur de logiciels et j'ai créé des marketplaces pour des clients. Donc vous avez compris, j'ai vendu sur des marketplaces, j'ai créé une marketplace qui a plutôt pas trop mal marché et j'ai créé pour des clients aujourd'hui à peu près une centaine de marketplaces, dont certaines sont assez importantes, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc c'est une thématique sur laquelle je commence à avoir vraiment, je mange, je dors, je vis marketplace, donc c'est un sujet sur lequel j'ai un petit peu d'expérience. C'est quoi une marketplace ? Une marketplace, c'est une plateforme dans laquelle ce qui est vendu, ce qui est proposé, ce qui est mis à disposition n'est pas produit par la plateforme elle-même. Je vais vous demander d'élargir un peu les chakras, puisqu'on imagine tous les marketplaces e-commerce qu'on connaît déjà un petit peu, comme Amazon par exemple, comme Cdiscount, comme La Redoute, comme, je ne vais pas tous les faire, en B2B, des Alibaba, etc. Eh bien, ces marketplaces-là ne sont qu'un tout petit bout de la plateforme économie. Et la plateforme économie, on va y rajouter toutes les plateformes de services, comme Uber, qui est une marketplace de VTC, puisque les VTC ne sont pas des salariés, les voitures ne sont pas la propriété d'Uber. Vous avez Airbnb, qui est une marketplace de logement. Vous avez Captain Contract, qui est une marketplace d'avocats. Vous avez, on ne va pas toutes les faire, vous avez compris. Il y en a des milliers. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce modèle de plateforme correspond à ce qu'on appelle un two-side economy, c'est-à-dire un modèle sur lequel ce n'est pas une entreprise qui possède ce qui est vendu ou qui produit ce qui est vendu, mais c'est un ensemble, un agrégat de produits, services, contenus sur une même plateforme, qui sont réunis sur une plateforme. Si on va par là, le modèle de plateforme économie le plus connu aujourd'hui, c'est Facebook. Un journal à des salariés journalistes, lemonde.fr produit les contenus qui sont écrits et diffusés sur Le Monde, alors que Facebook est une marketplace de contenu, puisque l'ensemble des contributeurs qui écrivent les contenus consommés par les acheteurs de contenus, ceux qui les lisent, eh bien, ne sont pas des salariés Facebook, évidemment. Google est une marketplace de sites internet, puisque l'ensemble des contenus qui sont diffusés sur Google, lorsque je fais une recherche, est produit par des tiers. La plateforme économie, c'est ce qui consiste à présenter sur un site web ou une application, un ensemble de contenus, de produits, lorsqu'on est sur Amazon, ou de services, lorsqu'on est sur Uber, Airbnb, etc., produits par d'autres, et pas produits par soi-même. Si on élargit tout ça, on en serait à 85% du business online. Je vais me contenter pour l'instant de ceux qui sont sur un modèle plus classique, c'est-à-dire transactionnel, les Amazon, Uber, Airbnb, et je vais enlever de ces chiffres-là Google, Facebook, qui sont plutôt des assimilés plateformes. Ok ? C'était pour vous élargir un petit peu le spectre du mot marketplace. Qu'est-ce que ce sont que ces trois photos ? Eh bien, ce sont des marketplaces offline. Depuis la nuit des temps, le commerce dans le monde physique s'organise en marketplace. Qu'est-ce que ça veut dire ? Lorsque vous avez un marchand de courgettes et qu'il décide de trouver des clients, d'après vous, est-ce qu'il va choisir d'ouvrir une boutique dans une rue isolée pour s'éloigner de ses concurrents, ou alors il va se mettre vers tous les marchands de fruits et légumes du coin dans une zone qu'on va appeler un marché ou une place de marché pour bénéficier de l'attrait global que représente la force commune de l'ensemble des marchands. Évidemment, c'est le deuxième choix. Il va se recentrer vers d'autres marchands de fruits et légumes. Il va clairement se recentrer vers ses concurrents. Lorsque vous avez un marchand de vêtements, lorsqu'il va choisir son emplacement, il va choisir là où il y a le plus de marchands de vêtements possible. Par exemple, si j'ai une boutique de mode, pour moi, le Saint Graal, c'est de m'installer au centre commercial de la Part-Dieu. C'est de m'installer dans la rue commerçante, par exemple, la rue Larrey.
on est dans une logique où il y a une concentration, un regroupement des concurrents dans une même zone. Vous connaissez tous la rue des Meubles, la Nationale 6 vers Saint-Bonnet-de-Mur, où tous les marchands de meubles se sont installés au même endroit. Vous avez des rues de banques, des rues de restaurants, évidemment, la rue Mercière, etc. Le monde physique, depuis des siècles et des siècles, s'organise en marketplace, c'est-à-dire en regroupement de concurrents dans une zone extrêmement rapprochée. Vous allez à Paris, c'est encore plus extrême. Vous avez deux croisements de rue où vous avez 12 restaurants coréens. Vous avez un croisement de rue où vous avez 13 ou 15 agences immobilières. C'est ultra spécialisé et ce sont des marketplaces physiques. Donc ce sont 3 exemples que je vous donne là. Et donc là où je veux en venir, c'est que dans l'offline, les marketplaces, c'est la norme. C'est tout à fait normal. Lorsqu'Internet est arrivé, l'e-commerce s'est organisé à l'inverse. On a dit chaque site doit être indépendant. Je ne dois surtout pas mettre mon catalogue avec mon concurrent. Et je vais assumer seul l'acquisition du trafic vers mon site. Résultat, il y a 95% des sites internet qui perdent de l'argent. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que si on faisait dans le commerce physique le même choix, je suis un marchand de courgettes et je m'installe si possible le plus loin possible de tous mes concurrents pour que mes catalogues ne puissent pas être comparés, je vais m'installer entre 2 croisements au milieu d'un champ et je vais tout faire pour payer de la publicité, pour payer du trafic pour qu'ils viennent jusqu'à chez moi. Ou une boutique de mode qui s'installerait si possible dans une rue sans aucune autre boutique. Évidemment, le coût de l'acquisition du trafic et du client serait beaucoup trop élevé pour l'assumer seul. Résultat, eh bien, la boutique fermerait. Dans l'e-commerce, on a commencé comme ça. On s'est dit, je dois lancer ma boutique de chaises, je dois lancer ma boutique de menuiserie, je dois lancer ma boutique de livres, je dois lancer ma boutique de je ne sais quoi. Et je vais seul, donc en payant AdWords, en faisant du display, en faisant du retargeting, en faisant des stratégies de contenu, en faisant de l'affiliation, je vais seul attirer l'ensemble du trafic. Ça n'a aucun sens. Voilà. Et donc pourquoi les marketplaces aujourd'hui sont en train de devenir ce qu'ils sont en train de devenir ? Eh bien parce que c'est une correction d'anomalie. C'est le retour du business normal. Il est normal de réunir des métiers au sein d'une plateforme. Il est normal qu'il n'y ait pas tous les VTC qui aient leur propre site internet et il est normal que Uber regroupe l'ensemble des VTC sur une plateforme de VTC. Parce que ça existe depuis toujours. Le premier marché au monde, il existe depuis l'an 400. Il est à Istanbul, il a été créé à Istanbul. Et depuis l'an 400, on organise des marketplaces dans le commerce physique. Donc, une marketplace sur Internet n'est qu'une correction d'anomalie. Depuis 20 ans, en fait, il n'est pas normal que les sites soient indépendants. Je vais vous donner quelques éléments qui expliquent un petit peu ce phénomène-là. L'un des éléments de base constitutifs, c'est que sur un site e-commerce, on est sur un modèle bipartite. C'est-à-dire qu'on a à la fois une entreprise qui vend son catalogue de produits ou services et, par exemple, un VTC qui ouvrirait son propre petit site pour se faire connaître. Il offre son offre de service à lui. Et une marketplace est un système tripartite avec un opérateur qui va regrouper un ensemble de VTC par exemple ou un ensemble de libraires pour Amazon pour sa première marketplace, un ensemble de, peu importe, de vendeurs de téléphones pour Back Market, etc. Vous avez donc forcément un choix plus restreint dans le premier cas. Si je veux à tout moment trouver un VTC, j'ai plus de chances sur Uber que sur le site d'un VTC. Ça, je ne vous l'apprendrai pas. J'étais à Lisbonne pour le Web Summit la semaine passée. On a beaucoup utilisé Uber entre notre hôtel, l'aéroport et le lieu du salon. Si j'avais appelé mon VTC lyonnais, il n'aurait pas beaucoup pu m'aider. Donc l'offre, la quantité d'offres est un des éléments clés, et c'est la raison pour laquelle on la met en premier, parce que le premier est simplement une description, le deuxième c'est le premier argument. Et pourquoi on a plus d'offres ? Eh bien tout simplement lorsqu'on doit imaginer un système qui ne soit pas une marketplace et qui doit croître à la vitesse du catalogue d'une marketplace, eh bien il faut soit stocker, soit salarié, dans le cas soit du produit, soit du service, l'intégralité de ce qui est vendu. Et forcément, aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, sur Amazon, il y a 700 millions de références. Je ne vais pas vous mentir, stocker 700 millions de produits, ça coûte cher. Voilà. Et je ne vous apprendrai pas qu'il ne faut pas un produit de chaque. Il en faut peut-être, pour certains, les best-sellers, 1000. Pour des stylos, il en faut peut-être même plusieurs milliers. Et donc, tout cela a un coût absolument pharaonique si on veut atteindre ne serait-ce que 1% ou 2% du catalogue d'une marketplace aujourd'hui. Ensuite, il va y avoir la contrainte logistique.
lorsque vous devez stocker tout ça, il faut expédier tout ça, il faut pouvoir être capable d'organiser, d'un point de vue logistique, tant pour le produit que le service, l'exécution du service et de la commande. Et enfin, vous avez un système qui va dépendre énormément, dans le premier cas, de la marge. Et comme on l'a dit tout à l'heure, votre acquisition client va être assumée par vous seul, par un seul catalogue. Dans le format de marketplace, il y a un partage de l'acquisition client entre l'ensemble des vendeurs. Je vais quand même rapidement présenter Wizaplace, puisque sinon je ne fais pas bien mon travail. Donc ça dure pas longtemps. Mais Wizaplace, on a une solution pour créer des marketplaces. Donc je suis subjectif au possible seulement, c'est mon métier. Je fais ça depuis un petit moment maintenant, depuis 2012. On est une quinzaine de personnes, une cinquantaine de personnes, pardon. On a commencé à 15 il y a 2 ans. Et nous sommes aujourd'hui, on est une boîte lyonnaise, on a levé 13 millions, on est très heureux, mais ça nous permet surtout d'adresser une technologie qui est vraiment très solide pour des gens qui souhaiteraient lancer une plateforme. C'est un système regroupé sur 3 apps, front, back, opérateur et back vendeur. On en a fait plein, on est très fiers, des startups, des PME, des grands groupes. Parmi les grands groupes connus, il y a la Massif, Engie, Bouygues, OVH, Veolia, et bref, plein. Les marketplaces. Ça, c'était le moment pub, vous avez vu, il était assez court. Les marketplaces, aujourd'hui, c'est la norme. C'est 52%, et je parle d'aujourd'hui, c'est du présent, c'est pas de l'avenir. 52% de l'ensemble des transactions en ligne, donc on parle de 52% de 1800 milliards de dollars, sont faites sur des marketplaces. Donc plus de la moitié du volume de transactions global est fait sur des marketplaces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1% des sites, c'est à peu près 15 000 marketplaces dans le monde, pèsent 52% du business. Et donc 99% des sites qui ne sont pas des marketplaces, qui sont des sites e-commerce, pèsent 48% du business. Ce ne serait pas si dur si en plus on n'allait pas dans une croissance qui continue à accentuer cet écart. Puisque fin 2022, c'est demain, c'est dans 3 ans, 67% du volume des transactions dans le monde se fera sur des marketplaces. En France, on sera sur un ratio équivalent. Donc, globalement, vous avez 1% des sites qui vont peser les 2/3 du business et avec un chiffre qui est en croissance. Donc, forcément, dès lors qu'on a une envie de réfléchir à du business online, on doit mettre 67% de son temps à se dire est-ce que je ne devrais pas le faire sous le format d'une marketplace. C'est absolument logique. Alors en Chine, on est encore dans des excès, puisque dans le présent, on est déjà à 75%. C'est un domaine qui est ultra dominé par les marketplaces. Quand on dit « ouais, mais c'est Alibaba », ou Alibaba, c'est que 1/3 des 75%. Vous avez JD.com, vous avez VIP Express, vous avez Pindu Audio. La dernière que je viens de dire est la 4e là-bas, et elle fait à elle toute seule 350 milliards. Donc c'est un petit peu pour donner quelques chiffres et ordres de grandeur. La 3e marketplace en Chine, c'est plus gros qu'Amazon. Voilà. On est en train de parler de très gros sites. En France, je retourne en France, 8 des 10 plus gros sites e-commerce sont des marketplaces. Il n'y a que Carrefour et Leclerc, donc en noir, qui ne sont pas encore des marketplaces. Les 2 sont en train de travailler à l'ouverture de la marketplace. Ils sont sur le projet IT et le déploieront courant 2020. Et donc, je pourrais dire 10 sur 10 au Blend Mix de l'an prochain, qui sont des marketplaces. Si on prend le top 15, on est sur 12 sur 15. Donc aujourd'hui, les utilisateurs plébiscitent ce format-là. Ce n'est pas juste une vision de l'esprit. Il y a déjà 33% des entreprises qui vendent sur Internet qui vendent sur des marketplaces. Et ce chiffre-là croît à une vitesse vraiment hallucinante, puisque on était à 17% il y a 2 ans. Voilà. Qu'est-ce qui est impacté? Eh bien, vous prenez les pages jaunes, vous ouvrez n'importe où, et il y a une marketplace. Donc tout. Il y a des marketplaces dans strictement tous les secteurs. Je ne vais pas vous parler de l'e-commerce parce que vous le savez déjà. Mais dans l'éducation, avec des marketplaces de formation, des marketplaces de MOOC, vous avez dans, évidemment, mode beauté, le BTP, avec des marketplaces qui viennent se faire acheter par Engie, par exemple. Dans la food, je ne vous l'apprendrai pas, la livraison de food, tous les leaders sont des marketplaces aujourd'hui. La logistique, la conciergerie, dans tous les secteurs. L'informatique, tout particulièrement aussi. Et donc, dans chacun de ces secteurs-là, eh bien, vous avez un leader, ou en réalité 2 ou 3 leaders, qui sont déjà des marketplaces. Lorsque vous prenez le recrutement aujourd'hui, les 5 premiers recruteurs en France sont des marketplaces. Voilà.
donc proposent leurs services de recrutement, sont des marketplaces. Des secteurs, y compris sur lesquels on nous a dit il y a 3 ans, à peine, mon secteur est absolument à l'abri. Ça n'arrivera pas parce qu'il y a l'humain, c'est plus important, blablabla, tout ça. Les avocats, les notaires, ça y est, les avocats c'est fait, les notaires c'est fait, les pharmacies c'est fait, les médecins c'est fait avec Doctolib. Qu'est-ce qui nous reste comme métier compliqué? Il n'y a plus de raison de croire qu'un métier est à l'abri parce qu'il est compliqué, qu'il est humain, qu'on a besoin de se fixer des rendez-vous physiques, de se voir, ça ne change plus rien. Maintenant, il y a des solutions techno pour passer outre ces sujets-là. Et qu'est-ce qui représente, on va dire, les facteurs clés de succès une fois qu'on a compris que des marketplaces vont se lancer quoi qu'il arrive dans tous les secteurs, pour quelles raisons elles marchent versus celles qui ne marchent pas? C'est celles qui ont compris qu'elles doivent de toute façon trouver un moyen de générer de la récurrence. Une marketplace qui ferait que la transaction, qu'est-ce qu'on pourrait acheter très rarement? Une marketplace de cuisinistes. On ne change pas de cuisine tous les 4 matins quand même. Et donc, il n'y a pas la place, parce qu'il n'y a pas assez de récurrence pour faire une marketplace dans ce segment-là. Donc là, on va peut-être l'incorporer, une marketplace dans le mobilier, ou une marketplace dans le bricolage, ou une marketplace on va élargir dans l'univers de la maison, par exemple, parce qu'on ne va pas assez générer de récurrence. Uber est une marketplace qui fonctionne, alors qu'il n'a qu'une seule thématique extrêmement précise, c'est le transport de personnes, parce qu'il y a une énorme récurrence. Moi, j'utilise Uber toutes les semaines à peu près. Airbnb également, on peut louer 10, 15 Airbnb par mois, surtout quand on est une entreprise, pour chacun de ses déplacements, des salons, etc. Ensuite, les marketplaces qui fonctionnent aujourd'hui le font de A à Z. Elles sont dans un contrôle de la transaction. Il y avait, il y a quelques temps en arrière, des marketplaces thématiques non transactionnelles. Il y en a certaines que vous connaissez extrêmement bien, comme Le Bon Coin. Le Bon Coin regroupe une offre qui n'est pas produite par Le Bon Coin, donc les annonces, et est consommée par les acheteurs. Seulement, la transaction n'a pas lieu sur Le Bon Coin. Résultat, aujourd'hui, Le Bon Coin est en perte de vitesse très significative. Il perd entre 10 et 15% de trafic par an. Et vous entendez parler pub à la télé à l'appui, de Vinted, de marketplace dans l'automobile. Alors, j'ai bouffé le nom, c'est quelque chose car ça va me revenir. Des verticales dans l'immobilier, dans l'emploi, dans tous les secteurs clés qui étaient rentables pour Le Bon Coin, qui commencent à être dépassés verticalement sur chacune de ces thématiques. Parce qu'il lui manquait, et c'est un élément vraiment phare, il lui manquait la transaction. Ensuite, c'est une marketplace qui doit être axée sur les vendeurs. Ça veut dire quoi? Une marketplace, on l'a dit, c'est c'est un two-side market. Des vendeurs, des acheteurs, et un opérateur au milieu. Une marketplace, du coup, elle se trouve dans une situation où elle se dit qu'est-ce que je dois faire? Je dois séduire les acheteurs ou je dois séduire les vendeurs? Qu'on soit clair, les marketplaces qui cartonnent sont celles qui ont une stratégie d'abord axée sur les vendeurs. Les vendeurs sont les clients d'une marketplace, puisque ce sont eux qui payent les commissions. La marketplace, lorsqu'elle émet une facture, elle l'émet au vendeur. L'acheteur est le client du vendeur. Il n'est pas le client de la marketplace. Et donc, un opérateur de marketplace a tout intérêt à baser sa stratégie sur le vendeur. Je vais vous donner l'exemple d'Airbnb qui est très parlant. Airbnb a considéré les vendeurs et l'offre tellement important que les fondateurs ont acheté des appareils photo et leur première action, ça a été d'aller prendre les photos, d'aider les vendeurs à prendre les photos de leurs biens. Ils ont considéré l'offre et les vendeurs si importants que les fondateurs, alors qu'ils avaient déjà levé 5 millions de dollars, allaient dans les appartements prendre les photos avec leur appareil photo. Sur Uber, 80% du budget marketing est pour recruter des VTC. Si vous allez sur Google et vous tapez VTC, les premiers AdWords sont « Devenez VTC » et pas « Réservez une course de VTC ». Donc les offres basées sur les vendeurs, Uber, dans chaque ville qu'il crée des écoles de VTC. Ça lui coûte un pognon monstre. Et bien plus que les petits 10 € en offre de parrainage pour recruter des gens qui vont prendre des VTC. Donc la constitution de l'offre est l'élément absolument fondateur du marketplace et doit le rester très durablement. On va en parler un petit peu après. ManoMano, par exemple, qui est un gros succès dans le bricolage, communique avant tout sur son nombre de vendeurs et sur son nombre de produits. Il y a aujourd'hui 3 millions de produits contre 40 000 sur Leroy Merlin ou sur Castorama. Et c'est un élément fondateur du succès de ManoMano. On y va. J'avais zappé que c'était juste derrière. C'est très bien. Aujourd'hui, il y a 1800 marchands
Donc c'est beaucoup, hein, beaucoup d'entreprises, alors que chacun individuellement ont des catalogues de plusieurs milliers de produits. Plus de 3 millions de références. Bon, ils ont levé 186 millions d'euros au total en cumulé. Et c'est une entreprise qui, en 5 ans, est passée de 1 à 500 millions d'euros. Ça n'est rigoureusement possible que dans un format de plateforme de marketplace. C'est impossible, et ça n'est jamais arrivé dans toute l'histoire, qu'une entreprise passe de 1 à 500 millions d'euros sans être une marketplace. Voilà. Pour la simple et bonne raison que je l'ai expliqué tout à l'heure, l'acquisition d'un stock, l'acquisition de l'offre, l'acquisition des salariés, etc., réduit la scalabilité du modèle lorsqu'il n'est pas un format produit par des tiers. Donc le regroupement d'une offre tierce est un élément clé du business. Et ça a été l'élément clé donc, de ManoMano, qui avait quand même des concurrents gigantesques. Vous vous lancez dans un business, vos concurrents, c'est Castorama, Monsieur Bricolage, Leroy Merlin. C'est des entreprises qui font des milliards, et même, pour certaines, plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et ce sont vos concurrents, et vous faites 1 million la première année. Et vous les dépassez sur Internet. Voilà. Parce que vous êtes une marketplace et qu'ils ne le sont pas. C'est pour vous donner un peu un état d'esprit sur les possibilités qui sont ouvertes. Je vais vous donner des exemples dans le B2B. Il y a 2 exemples B2C, 3 exemples B2B. Pourquoi ? Parce que le B2B est un segment sur lequel on s'imagine être un peu à part et à l'abri des marketplaces. Tous les chiffres que je vous ai donnés, 52% en 2019, 67% en 2022, sont valables en B2B. Donc, et pour tout vous dire, pour les achats, ce qu'on appelle indirects, c'est-à-dire non stratégiques, Gartner a publié une étude toute récente pour dire que 75% en fin 2022 seront consommés sur des marketplaces. Donc il ne restera plus que les miettes, 25% pour les centaines de milliers de sites e-commerce. Donc l'expo permanente, alors on en parle parce que c'est la plus grosse offre. Et il y a plus de 200 000 produits et services. Alors on est sur de l'industrie lourde, hein, c'est de la machine-outil, c'est des hôtes de pharmacie, c'est des produits, voilà, panier moyen, 55 000 euros. Hein, donc ça vous met un peu le truc. Donc 200 000 produits, c'est vraiment important. Et ils ont aujourd'hui, alors que c'est du B2B, des chiffres qui ressemblent à du B2C. Quoi, hein, 13,5 millions de pages vues. En B2B, c'est complètement inouï. Et donc, ils sont en train de rajouter le transactionnel parce qu'ils sont en train de se faire dépasser. Ils sont aujourd'hui, ils s'arrêtent à la génération de leads et donc ils rajoutent le paiement. Vous avez Malte, qui est un petit peu un modèle qui est suivi dans les écoles presque, tellement ils ont fait tout ce qui est la norme de comment on lance une marketplace. Vous avez 2 façons de faire la marketplace. Vous avez ce qu'on appelle les marketplaces ouvertes, donc qui consiste à ne pas sélectionner l'offre entrante. Vous en voulez le plus possible. Vous prenez tout, même le mauvais, hein, vous prenez tout, sans exception. Et c'est le marché qui régule, avec les notes, avec les scorings que vous pouvez faire hein, sur combien de temps il met à répondre, est-ce qu'il refuse des commandes, voilà, vous pouvez mettre un certain nombre de facteurs que vous mesurez, que vous automatisez, et vous scorez ça, et puis vous sortez automatiquement les mauvais. Et Malte est sur un système ouvert. Il accepte tout le monde. Moi, je crée, j'ai jamais été freelance de ma vie, je crée une structure en auto-entreprise, je me mets sur Malte, il m'accepte. Par contre, je vais sortir en 3 jours si je suis pas bon. Et ensuite, vous avez les marketplaces fermés. Par exemple, dans le secteur du recrutement et du freelancing, vous avez Comet, qui est une marketplace, ou la crème de la crème. Ou le pire du pire, en fermé, c'est Toptail. Ils le disent, sur 100 CV, ils en retiennent 3. Ils n'acceptent que 3% des freelance entrants, des candidatures freelance entrantes. La crème de la crème, ils parlent de 50%. Et donc, vous êtes sur des formats qui, on va dire, ouverts, semi-fermés ou semi-ouverts et fermés. Aujourd'hui, la croissance la plus forte, systématiquement, lorsqu'il y a un secteur qui est ouvert avec des marketplaces, vous en avez qui arrivent sur les 3 segments, hein, celle qui dit je suis élitiste, celle qui dit je suis global, c'est le généraliste qui l'emporte. Mythique est plus grand que Elite, je sais plus si c'est Elite Rencontre ou Elite Dating ou je sais plus quoi, enfin celui où vous avez que des CSP+, qui sont beaux. Et donc, moi, j'ai pas réussi à rentrer, mais tant pis. Et donc, Mythique est beaucoup plus gros. Hein, ça, je vous l'apprendrai pas. Mythique est évidemment une marketplace de gens. Hein, c'est une marketplace de personnes où on achète pour rencontrer l'amour. Et donc, les marketplaces fermés, systématiquement, ont une croissance beaucoup plus molle que les marketplaces ouvertes. C'est là où je voulais en venir. Tractor, là c'est pour vous donner à chaque fois des exemples. Tout à l'heure on était dans l'industrie lourde, là on est dans la location et l'achat de matériel de BTP et agricole.
Aujourd'hui, Tractor vend plus de matériel de ce type-là que les fabricants de tracteurs et que Locam et mince, j'ai oublié leur concurrent, Kiloutou. Donc c'est une marketplace en ligne. Si vous allez dessus, vous allez voir, c'est hyper thématique. Il faut vraiment avoir besoin d'un tractopelle ou ce genre de choses. Seulement, il y a une grosse récurrence en B2B. Je vous parlais tout à l'heure de la récurrence. En B2B, elle est énorme. Une entreprise qui est dans le BTP, elle peut consommer 50 machines par mois. Et donc, là, on est sur une croissance gigantesque. Tractor, c'est un site dont ils annoncent faire plus que x2 tous les ans depuis 5 ans. Vous avez ensuite Back Market. Là, on en revient sur du B2C. Back Market, c'est quand même un marché de niche. Il y a 5 ans, franchement, on m'aurait dit, moi, j'aurais pas cru, qu'il y ait une marketplace qui puisse exploser uniquement sur le téléphone reconditionné. Parce que quand même, moi, à l'intérieur de Internet, le téléphone, c'est une niche. Et à l'intérieur de ça, vous prenez que le reconditionné. Et que ça vient de faire 230 millions d'euros en 2018. Il n'y a pas encore les chiffres 2019, mais on parle de 400 millions. Moi, je dis quand même pas mal. Pas mal. Par contre, ils ont centré sur l'offre. Il y a 170 000 produits. Il y a 350 reconditionneurs. Là où vous prenez Remade, par exemple, c'est un reconditionneur. C'est quelqu'un qui possède des sites pour reconditionner, lui-même, tout seul. Et évidemment, Remade a une croissance bien plus légère que Back Market. On est sur le format e-commerce versus marketplace. Le leader, évidemment, est une marketplace. Et là, on est sur du pur format marketplace, comme Mal tout à l'heure, donc là sur du B2C. Donc c'est la quantité, le fournisseur avant tout. Quand vous allez rencontrer des gens de chez Back Market, ils vont surtout vous expliquer toute la stratégie qu'ils ont pour faire venir les bons reconditionneurs, les bons vendeurs, en gros. D'ailleurs, vous voyez très peu de pubs pour Back Market en fait. Il n'y a pas eu de gigantesque campagne télé ou je ne sais quoi pour faire pourtant 230 millions de ventes. On va parler des différents usages. Maintenant que vous avez un peu compris le format normalement, on va parler de tout ce qui est possible de faire avec ce principe général de marketplace. Quand une entreprise crée un portail qui regroupe l'ensemble de services, elle a créé une marketplace. La plupart du temps, elle le fait, elle appelle ça un extranet, elle prend 3 devs à temps plein pendant 6 mois, ça lui coûte 200 000 euros. Et elle a créé en fait un embryon de marketplace sans le savoir. Quand vous avez des entreprises qui aujourd'hui créent des applications pour faire de la rotation de stock dormant, ce qu'on dirait maintenant de la vente privée, mais en B2B, on ne dit pas trop ça. Elle crée une marketplace, sans le savoir. Quand vous avez quelqu'un qui a un réseau de distributeurs et qui veut l'animer, vous avez une marketplace, puisque chacun des membres du réseau de distributeurs est indépendant. Un réseau de franchise qui veut créer un site e-commerce, en fait, il crée une marketplace, puisque chacun des points de vente du réseau de franchise est indépendant. Un outil pour centraliser à l'intérieur d'une entreprise, pour centraliser les offres à destination, un comité d'entreprise à destination des salariés est une marketplace. On a une série de modèles qu'on a réduits à l'intérieur de 5 grands cas d'usage. Le premier, c'est la marketplace e-commerce. Vous le connaissez tous. Là, l'objectif, c'est d'être ce qu'on appelle le one-stop shop, c'est-à-dire sur une verticale donnée qui peut être extrêmement précise. Dès lors que le marché dépasse les 100 millions d'euros, vous avez la capacité à avoir une marketplace qui va éclore. Le marché global, pas le marché en ligne. Et donc, vous pouvez très bien avoir des marketplaces ultra verticalisées. Alors nous, on a vu des marketplaces uniquement autour du reptile. Voilà. Et elle fait 45 millions d'euros aux États-Unis. Donc c'est des terrariums, les machins, les trucs, la bouffe, vous pouvez acheter des grillons. Donc ça c'est une niche quand même, hein, ça fait 45 millions d'euros. Par contre, il y a 250 000 produits que pour le reptile. Vous avez des marketplaces généralistes, je ne vais pas vous l'apprendre, mais ça aujourd'hui je pense que la place est un peu prise. Aujourd'hui, lancer une marketplace généraliste, il faut être motivé quand même. Il y a des entreprises qui arrivent, hein. Wish s'est lancé en 4-5 ans. Wish est devenu une marketplace aujourd'hui généraliste. Par contre, avec un segment à l'intérieur du généraliste, c'est le segment du low cost et ce qu'eux-mêmes appellent la chinoiserie. Hein, donc c'est majoritairement des vendeurs chinois, mais ce sont des Californiens qui ont créé Wish et donc qui ont créé l'Amazon des produits discount et pas chers, quoi, hein, pour faire simple. Donc eux, en fait, ils sont autour de, juste pour vous donner des ordres de grandeur, ils sont autour du produit qu'on appelle à coût de fabrication marginal.
C'est-à-dire que quand des produits sont vendus 50 euros, donc je vous donne un exemple, ma coque de smartphone, à peu près, je crois qu'elle est vendue 49 euros, c'est du faux cuir. Le coût de fabrication doit être entre 10 et 15 centimes, à peu près pièce. Et donc, la quasi-intégralité du coût d'acquisition, qui grève la marge du fabricant, c'est le coût d'acquisition client. Il faut qu'il trouve des gens pour acheter ce truc 50 balles. Et donc, sur Wish, le coût de fabrication est marginal. Et donc, l'immense majorité du coût, c'est le coût d'acquisition client. Donc, ils sont prêts à accepter des commissions qui sont élevées. Sur Wish, la commission, en moyenne, est à 30%. Donc ça, on le sait assez peu. Par contre, on est sur des coûts où la production du produit est vraiment marginale. Voilà. Quand vous avez une robe vendue sur Wish à 13 euros, on se dit, mais c'est fou, 13 euros, elle a coûté 22 centimes à fabriquer. Donc, finalement, c'est vraiment trouver le client qui génère la plus grosse problématique du fabricant. Donc vous avez des généralistes, mais en réalité, ça reste une niche généraliste. Et donc, des thématiques e-commerce, je ne vais pas tous les balayer, mais il y en a vraiment des quantités assez phénoménales. Et aujourd'hui, c'est une des grosses tendances, c'est de prendre une marketplace généraliste et de la découper en marketplace verticale. Par exemple, vous prenez Deliveroo, qui est une marketplace qui livre toute la food, et on commence à voir arriver des marketplaces qui livrent que les pizzas, ou que les sushis, ou que la nourriture végane, ou que la nourriture gluten-free. Et donc le Deliveroo du gluten-free aux États-Unis, il fait déjà 100 millions d'euros. Voilà. Donc on commence, c'est vraiment une grosse tendance de fond, la verticalisation d'un business généraliste. Dans le bricolage, Mano Mano commence à avoir des concurrents hyper verticaux. Par exemple, des produits que dans l'électricité. Une marketplace, nous on en a une, Warmango, que dans la plomberie. Donc c'est que des produits de plomberie. C'est très thématique, mais ça, on est vraiment sur une tendance de fond. Vous prenez un secteur généraliste, vous le découpez en vertical. Et donc, en B2B, parfois, c'est encore plus dingue. On a vu une marketplace de tuyaux de chauffage. Là, on est dans la niche de niche, et pourtant, ça marche. Voilà, ça fait plusieurs dizaines de millions d'euros. Ensuite, vous avez les marketplaces achats. Alors là, il faut vraiment avoir un esprit presque tordu, puisqu'on est à l'envers. Celui qui ouvre la marketplace, il ne le fait pas pour vendre, il le fait pour acheter. Vous êtes une entreprise qui fait, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est déjà important évidemment, ou 100 millions ou 200 millions, et vous avez des achats à faire. Vous êtes parfois intérêt à regrouper l'ensemble de ces fournisseurs sur une même plateforme et à être le seul acheteur par contre. Donc là, vous êtes sur du many to one, alors que l'e-commerce, c'est du one to many. Et donc, c'est une marketplace, puisqu'évidemment, vous êtes sur du tripartite avec un opérateur, avec des vendeurs et un acheteur. Ça, c'est en très très forte progression pour la simple et bonne raison que ça permet de centraliser tous les achats, de récupérer tous les avis et toutes les informations sur les fournisseurs, et donc de ne pas aller chercher un énième peintre alors que vous en avez déjà fait travailler 12 et que vous savez s'il bosse bien ou s'il bosse pas bien, de repasser par Google ou les pages jaunes, de recréer un fournisseur, etc. Donc vous centralisez et vous rendez durable et pérenne et regroupable dans un même endroit toutes les informations sur vos achats et vos fournisseurs. Donc là, il y a une grosse tendance. Nous, on a fait ça pour Veolia, Engie, etc. Ou Atalian, une boîte un peu moins connue, qui fait quand même 3 milliards. Les marketplaces de réseau, je vous ai un petit peu donné de la matière tout à l'heure, c'est tous les systèmes de réseau de franchise, de réseau de licenciés, de réseau de commissionnaires. Dans le luxe, par exemple, 50% des ventes de LVMH sont faites par des commissionnaires. C'est-à-dire que ce sont des intermédiaires qui vendent, puis qui rachètent le produit LVMH, et qui ont une licence pour le faire. Et donc LVMH a créé une marketplace B2B à destination de ses commissionnaires, par exemple. Donc vous avez donc les marketplaces de franchise, c'est tout bête. Allez sur sport2000.fr ou .com, peu importe, et vous allez voir qu'ils ne vendent pas. Une entreprise aussi grosse que Sport 2000 ne vend pas sur Internet. Pourquoi ? Eh bien parce que si elle faisait un site Internet classique, un site e-commerce, elle deviendrait concurrente de ses franchisés. Or, les franchisés, ils n'aiment pas trop ça. Payer un franchiseur et lui donner de l'argent pour qu'il finance un site e-commerce qui est concurrent ça ne le fait pas. Si vous créez une marketplace dans laquelle chacun des vendeurs sur la plateforme est le franchisé, et qu'en fonction de la géolocalisation de l'acheteur, le vendeur devient le franchisé, bien d'un seul coup, la marketplace devient un apporteur d'affaires pour le réseau. Et là, j'aime ça. Nous, on a fait ça avec Xina ou Cash Converters, mais Sport 2000 est en train d'y réfléchir très sérieusement, puisqu'aujourd'hui, ils ne vendent pas en ligne, évidemment, ce qui, on le sait, est un problème. Donc, les marketplaces de réseau, c'est logique, si on va par là, puisque soit vous avez
Monsieur Bricolage, par exemple, n'est pas une marketplace, mais du coup, vous avez un site e-commerce par magasin Monsieur Bricolage. Vous ne pouvez pas faire une recherche de stock globalisée et voir un produit qui serait dans le 1 mais pas dans le 2, etc. Vous devez faire une recherche par magasin. L'économie circulaire. Alors là, vous pouvez donner plein de noms, hein, c'est sharing economy, c'est... mince, comment on appelle ça bon, ça ne me revient plus. L'économie collaborative. Bref, c'est dès lors qu'il s'agit surtout de travailler autour de circuits courts, de seconde main, de produits ou de services qui ont une rotation entre des gens qui spontanément n'auraient pas revendu eux-mêmes. Donc si moi j'ai acheté un produit et que je le revends à quelqu'un d'autre, je suis en train de créer une économie circulaire. Donc Le Bon Coin est un petit peu une forme d'économie circulaire, mais sans vraiment en dire le mot. Et donc ces plateformes-là, par définition, doivent trouver une offre qui est éclatée et diffuse, qui est fragmentée, puisque l'ensemble de l'offre est possédé par une multitude d'acteurs. Si le réseau d'une marketplace de voitures d'occasion, par exemple, eh bien par définition, tout le monde est propriétaire d'une voiture, ou presque, et donc les vendeurs sont extrêmement fragmentés et diffus. Donc l'objectif d'une marketplace dans l'économie circulaire, c'est de regrouper l'ensemble de cette offre fragmentée dans une même plateforme et de permettre à l'utilisateur eh bien, d'avoir accès en une seule fois à l'ensemble de l'offre. Drivey est typiquement là-dedans. Alors Drivey viennent de changer de nom parce qu'ils se sont fait racheter, ils ont fait une très belle vente. Je crois que ça devient Getaround. Drivey, c'est une marketplace de location de voitures qui appartient à des particuliers. Donc si quelqu'un a une voiture et qu'il ne l'utilise pas 100% du temps, il peut la mettre en location sur Drivey pour que d'autres utilisateurs puissent la louer moins cher que s'il avait loué une voiture chez Hertz ou je ne sais pas qui. Et donc là, on est sur de l'économie circulaire pure et dure. Et donc ça, c'est évidemment une marketplace de voitures de loc. Blablacar est une marketplace d'économie circulaire puisque vous mettez en vente votre trajet que vous n'aviez pas spontanément fait pour le vendre. Vous n'avez pas organisé votre voyage, je ne sais pas, Lyon-Paris, en voiture pour faire du covoiturage. Donc on est typiquement sur de l'économie circulaire. Donc là, il y a une grosse tendance de fond. Et je ne sais pas si vous avez entendu ça aux 20h hier, il y a l'État qui prévoit un projet de loi pour faire une réduction fiscale pour les gens qui consommeraient des services collaboratifs ou en économie circulaire. Parce que y a un aspect écologique là-dedans. Il vaut mieux qu'il y ait 3 personnes dans la voiture qu'une seule. Il vaut mieux que vous achetiez un produit d'occasion plutôt que de détruire un produit et en racheter un neuf, etc. Donc il y a une tendance de fond assez forte sur ce sujet. B2B y compris d'ailleurs, j'y retourne. Marketplace d'économie circulaire assez dingue que j'ai découvert, qui s'appelle OrderFox, qui est une marketplace d'usinage de pièces. Donc vous avez des entreprises qui ont des machines qui fabriquent des pièces et qui ne sont pas utilisées à 100% de leur capacité et qui louent le temps non utilisé à d'autres entreprises pour produire des pièces supplémentaires. Donc là, on est sur de l'économie circulaire d'usinage de pièces. Donc OrderFox, vous pouvez aller dessus, c'est déjà dans une vingtaine de pays et ça fait près de 80 millions d'euros déjà, sur une thématique quand même ultra pointue là aussi. Et enfin, Transfo Digital. Alors là, c'est un peu fourre-tout, mais en fait, ce sont des marketplaces à usage interne sur lesquels elles existent déjà offline. Ce sont des marketplaces qui, pour la plupart, existent dans des tableaux Excel, existent dans des formats purement offline, parfois dans des classeurs papier. Chez Somfy, par exemple, on a fait une marketplace qui regroupe 10 000 organismes de formation qui sont là pour former leurs 4 500 experts. Ils ont des experts installateurs. Un produit Somfy ne se vend pas tel quel. Si vous achetez un store, même tout un équipement de store pour une maison avec une app et un terminal connecté pour pouvoir le contrôler, c'est extraordinairement rare que quelqu'un l'achète et l'installe tout seul. Et donc Somfy n'a pas de salariés installateurs et donc ils ont depuis toujours un réseau d'installateurs et donc ils le géraient dans des classeurs. Et quand, pour tout vous dire, on a visité leur salle d'archives, il y avait 250 mètres carrés avec des armoires partout et 25 ans d'historique de classeurs de toutes les mises en relation entre les formateurs et les experts, les installateurs, et entre les installateurs et les acheteurs. Donc c'est un truc de fou. Et donc ils ont juste fait une marketplace et maintenant c'est un truc digital, ça tourne tout seul et ils ont transformé un centre de coût en centre de profit en plus en rajoutant une commission dessus. Donc vous gagnez du temps et de l'argent. Vous avez également pas mal d'entreprises qui font ça pour du regroupement de services en interne. Vous avez des entreprises
qui vendent 50 choses et qui ont un site internet par thématique vendue, et en fait qui se font des marketplaces d'elles-mêmes en fait. Donc là on est sur de la transfo digitale parce qu'elles sont en train de s'ubériser elles-mêmes. Voilà. Alors, moi j'avais prévu un quart d'heure pour parler avec vous. Et j'aimerais essayer de vous faire parler. Parce que c'est un sujet qui est extrêmement complexe et à la fois extrêmement simple, qui est extrêmement porteur, mais sur lequel la plupart d'entre vous, je pense, avant d'arriver, n'avaient pas conscience de tout ce que ça représente, ce business-là. Alors juste, redeuxième moment pub, on a un stand, on est au village numéro 5, et on fait une démo live de notre produit demain à 11h. Je sais pas où, mais le programme le dit. Je vais essayer de vous faire parler. Je sais que c'est un peu dur, mais ça y est. Première question. Ma question portait sur les moyens de paiement. Quelles sont les manières de gérer les paiements et quels impacts en termes de responsabilité? Merci, ça fait du bien. Alors, les paiements, on est obligé de faire de l'encaissement pour compte de tiers dans une marketplace, puisque par définition, le vendeur n'est pas l'acheteur, enfin n'est pas la marketplace elle-même. Donc celui qui encaisse n'est pas celui qui possède la marchandise ou qui effectue la prestation. Donc on appelle ça de l'encaissement pour compte de tiers. C'est réglementé, c'est assez simple. Vous êtes une banque dans un établissement de paiement. Aujourd'hui, là c'est la version pas simple. Soit vous prenez un opérateur de paiement qui a cet agrément et qui vous prête son numéro d'agrément. Donc il y en a une dizaine. iPay, MangoPay, Lemonway, S-Money, Stripe Connect, Braintree, Payzen et j'en passe, Adyen. J'en donne une liste. Donc nous, on est agnostique aux moyens de paiement, puisqu'ils ont tous des avantages et des inconvénients. Certains sont spécialistes dans le C2C, donc spécialistes à l'international, donc spécialistes gros paniers, d'autres spécialistes anti-fraude dans les marchés à risque, comme le téléphone reconditionné, puisque vous pouvez avoir beaucoup de gens qui voudraient vendre des téléphones volés, par exemple. Spécialiste travel, spécialiste... bref. Et donc, chacun a sa spécialité. Et donc, là-dessus, c'est assez simple. Donc, l'encaissement pour compte de tiers. Et la responsabilité, elle est assez claire là aussi. C'est le vendeur. Le vendeur est propriétaire, c'est lui le vendeur. Donc, le client lui appartient. C'est une copropriété avec la marketplace, dès lors qu'il y a une commande, mais le client lui appartient. Et si jamais le produit est frauduleux, vendu, il est mauvais, il n'est pas... le vendeur est responsable. Par contre, il y a une obligation de la part de la marketplace, dès lors qu'il y a un signalement, de retirer les produits signalés comme étant manifestement illégaux. Et ça, c'est jurisprudence eBay. eBay disait « je ne suis qu'hébergeur du contenu ». Donc si vous avez un problème, vous allez en parler avec le vendeur. Et donc il y a eu procès, ils ont tout perdu. Donc là, ça a été jusqu'à la Cour de cassation. Ça fait jurisprudence. Donc l'opérateur de la marketplace n'est pas hébergeur, il est éditeur du contenu. Et donc, il a l'obligation de retirer les produits frauduleux. Je crois que vous aviez un petit moment. Voilà, j'ai une petite question. Un vendeur qui a déjà pignon sur rue sur le marché, qui a déjà une solution e-commerce qui est fonctionnelle, qui est en légère croissance, à partir de quel moment elle doit se poser la question de rejoindre les marketplaces en étant vendeur sur une marketplace ou de construire sa propre marketplace? Alors ça va énormément dépendre du marché. Plus on est sur une thématique dans laquelle les marketplaces sont leaders, et plus elles ont intérêt à vendre sur des marketplaces. Plus on est sur des thématiques sur lesquelles les marketplaces ne sont pas encore leaders, plus elles ont intérêt à ouvrir la leur. Ensuite, il va y avoir le cas où, en deux temps, un site e-commerce qui ferait déjà une croissance, mais qui forcément est bien plus molle que les marketplaces, obligatoirement, eh bien, elle va d'abord vendre sur des marketplaces, et quand elle va commencer à devenir dépendante de ces marketplaces, elle a tout intérêt à ouvrir la sienne. Il faut savoir que Amazon déréférence 10% de ses vendeurs chaque année. Et donc parfois de façon aléatoire, parce que quand vous avez un vendeur qui vend trop, par exemple, c'est considéré par les algorithmes comme louche. Quelqu'un qui ferait 0, puis d'un seul coup vend pour 5 millions d'euros la première année, il va se faire sortir. Parce qu'il n'est pas considéré comme normal. Il va falloir ensuite qu'il argumente, qu'il explique, qu'il scinde ses activités. Enfin, c'est assez... Et donc... Oui. En fait, la dépendance... Aujourd'hui, en fait, dès lors qu'on parle marketplace, souvent on parle Amazon. Et quand on parle de vente sur des marketplaces, on va avoir une dépendance importante avec Amazon. Et là, on a intérêt à créer sa marketplace parce que cette dépendance-là, vous ne la voulez pas. Vous la voulez pas. Il y a un fabricant de matelas qui faisait 50 millions d'euros de ventes sur Internet, sur Amazon, matelas entrée de gamme.
et 50 millions d'euros par an. Et Amazon l'a déréférencé du jour au lendemain. Ils ont demandé à l'account manager. L'account manager a dit mais c'est des algos, j'en sais rien pourquoi vous êtes sorti. Je sais même pas pourquoi. Et il n'a aucun pouvoir de le faire référencer à nouveau. Il y a un dossier qui est là depuis 1 an et la boîte elle va couler quoi. Une autre question, en fait, si on monte sa marketplace et qu'on n'a pas de notoriété, comment on fait pour attirer des vendeurs? Est-ce que vous avez des conseils là-dessus? Est-ce qu'il y a une stratégie à ce niveau? Alors la stratégie de recrutement des vendeurs, elle est assez complexe puisque je l'ai dit, c'est la clé. Et donc ça va dépendre de la typologie de vendeurs. Plus ce sont des petits vendeurs, plus il s'agit de faire du marketing. Donc du marketing, ça peut être faire du Google AdWords, ça peut être faire... c'est-à-dire que plus ils sont petits, plus ça ressemble à de l'acquisition de trafic traditionnel. Plus ils sont gros, par exemple, si j'ai un projet de faire une marketplace d'assurance, des assureurs, il y en a 15 ou 20, et ils sont tous énormes. Donc là, je vais avoir une stratégie qui va ressembler beaucoup plus à du commerce traditionnel, à du commercial. Et donc, avec toutes les stratégies intermédiaires, si vous êtes sur des petites PME, vous allez avoir un peu de market, un peu de... Ce qu'il faut, c'est vraiment avoir un discours. Alors moi, je fais des ateliers, et là, je ne veux pas en vendre, parce que je ne pourrais pas capable d'en produire assez. Donc c'est juste pour vous dire, sur l'onboarding vendeur, tellement c'est important pour nos clients. Donc vous avez des stratégies d'acquisition de vendeurs, vous avez des discours à tenir sur l'argumentaire, sur le business model, sur qui est la propriété du client, est-ce que vous cédez le mail ou pas au client. En général, vous allez chercher par thématique. Donc si vous créez une marketplace de livres, vous faire les salons de livres. Vous allez chercher sur les autres marketplaces qui existent déjà, les vendeurs existants. En fait, je pourrais répondre à cette question avec un atelier de 4 heures que je fais traditionnellement. Donc là, je ne vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Merci. Si je suis, par exemple, dans une stratégie élitiste, fermée ou semi-fermée, est-ce qu'on est certain que la marketplace, c'est le bon modèle? Ou est-ce que, par exemple, du négoce ou d'autres choses? Ça dépend si vous voulez faire de l'argent ou pas. Non, aujourd'hui, sincèrement, il y a un moment, c'est que des vrais chiffres, c'est des faits. C'est pas nous qui les avons produits, c'est l'Observatoire de l'ubérisation, c'est Gartner, Forrester. Le format qui n'est pas marketplace pour vendre en ligne, il marche plus. Voilà. On est sur un marché en décroissance. Alors, je suis pas sûr de l'avoir dit celui-là. Donc en France, j'ai pas le chiffre monde, mais ça doit être équivalent. En France, si vous enlevez les marketplaces, le marché est en décroissance de 3%. Si vous mettez les marketplaces, on est à plus 15 au global. Donc la totalité de la croissance est portée par les marketplaces. Donc lancer un business qui n'est pas une marketplace, c'est comme lancer un business de Maréchal Ferrand, quoi. C'est chaud, quoi. Il reste 2 minutes, donc peut-être 1 ou 2 questions. Merci. Il y a un sujet donc, que vous n'avez pas adressé dans la présentation et qui me paraît clé pour une marketplace, c'est le référencement, parce qu'il y a des beaux succès là, et on a parlé de coûts de développement, mais c'est quoi le coût versus le référencement naturel ou AdWords, etc. Alors, je ne vois pas l'étiquette, donc je ne sais pas si je parle à un pro du référencement. C'est un sujet clé, évidemment. Mais en tout cas, je suis d'accord, c'est un sujet clé. Seulement, du coup, je ne pouvais pas tout aborder en une seule heure. C'est un sujet clé, surtout dans les marketplaces ouvertes. Donc vous avez des marketplaces fermés, évidemment, qui perdent cette thématique-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a un avantage majeur à être une marketplace, c'est que vous avez plus de contenu que les autres. On sait très bien que Google favorise les cocons sémantiques, c'est-à-dire les agrégats d'une thématique. Si vous avez 1000 pages qui parlent des marketplaces, vous serez mieux référencé sur le mot-clé marketplace que si vous en avez 10. Nous-mêmes, Wizaplace, on a appris, là, on a fait l'audit, je ne sais plus quoi, je sais plus quelle boîte. On est premier éditeur sur le format marketplace, mais c'est parce qu'on crée beaucoup de contenu. On crée un article de blog par semaine depuis plusieurs années. On a beaucoup de contenu, et donc la quantité, c'est un élément qui vous permet de vous référencer. C'est pas le seul critère, évidemment, loin de là, mais c'est un critère qui va quand même assez loin. Par exemple, sur les critères techniques, Amazon n'est que 13e sur la liste des sites e-commerce généralistes. Sur les critères techniques. En audit SEO, ils sont que 13e. Ils sont loin derrière Boulanger, Rue du Commerce, Darty, très très loin, mais vraiment très très loin derrière. Et pourtant, en référencement naturel, en résultat brut, ils sont beaucoup plus de fois premiers, mais c'est parce qu'ils ont beaucoup plus de contenu. Ils ont 700 millions de produits contre 4 millions de produits. Donc la quantité, en fait, c'est vraiment une des clés du résultat du SEO des marketplaces. Je suis au stand 5 et c'est l'heure de libérer la salle pour les suivants. Merci beaucoup à tous.